Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, bienvenue aux 20h sur Equinox Télévision. À la une de cette édition, vive tension en Marois 2e entre population et autorités administratives. Les maisons d'habitation des victimes ont été détruites pour faute de titres fonciers sur la parcelle querellée. Que cachent les accusations non fondées de corruption et de blanchiment de capitaux contre la filiale Afriland First Bank Congo? Deux ex-employés ont saisi des ONG et la presse pour dénoncer ces supposées pratiques. Pourtant, ces anciens agents de la banque ont été condamnés à mort par la justice congolaise pour faux et usage de faux en écriture comptable. Voilà pour le sommaire. Une fois de plus, bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Merci de nous recevoir chez vous. Tout d'abord, cette éviction forcée des populations à Marois 2e, c'est dans la région de l'extrême nord Cameroun. Les victimes sont très en colère des casses qui ont été initiées par les autorités administratives qui les accusent d'avoir bâti leur maison d'habitation sans titre de propriété. On voit tout cela dans ce reportage d'Amadou Dairou et Kedjara. Colère et grincement de dents à Wordé, dans l'arrondissement de Marois 2, où de nombreuses familles vivent désormais à la Belle Étoile. Elles ont été victimes d'évictions forcées, opérées sur une vingtaine d'entre elles, sur ce qui est considéré comme propriété de l'État. J'ai pris le terrain ici depuis 2011, chez les Lamido. J'ai payé ça. Donc, j'ai à construire, j'étais en location avec ma famille. Je suis venu construire 2 chambres là, comme j'ai 2 femmes avec mes enfants. Actuellement, je ne sais même pas là où je peux aller. Je ne sais même pas. Je vais me balader seulement avec ma famille. Comme Bouba, la plupart des anciens propriétaires installés sur le site portent tous sur leur certificat de vente la signature du Lamida de Marois, un nom qui était alors perçu comme une garantie. Une sorte d'assurance vie s'est retournée contre ces derniers qui n'ont pas pensé à établir un titre foncier. Quand nous sommes venus faire un constat d'évaluation, on a trouvé un seul titre foncier à cet endroit. Ce titre foncier a fait l'objet d'une indemnisation à concurrent de près de 30 millions de francs. Il y avait une seule personne qui avait le titre foncier. Et cette personne a déjà été indemnisée. Donc toutes les personnes qui sont venues s'implanter ici sont dans la pure et simple illégalité. Si les déguerpissements arrivent en un moment où les populations de la localité font face à de grosses difficultés, ils représentent néanmoins la première étape des travaux de construction d'une centrale photovoltaïque dont le rôle sera de venir renforcer la production énergétique de l'entreprise en charge de la distribution de l'énergie électrique au Cameroun. Il n'est un secret pour personne que le pays connaît en ce moment des sérieux problèmes d'alimentation, de distribution de l'énergie électrique, et particulièrement la zone du Grand Nord, qu'on appelle le réseau interconnecté Nord. Et l'endroit où nous nous trouvons a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique. Ça veut dire que cet endroit a été requis pour être mis à la disposition des NEO afin de construire une centrale photovoltaïque. En plus de la centrale, le terrain qui s'étale sur 2,5 hectares accueillera également les locaux de la CNPS, la sous-préfecture de Marois 2, la brigade de recherche, ainsi que plusieurs autres structures nécessaires au fonctionnement administratif de la ville. Parlons éducation à présent. Une terminale bilingue spéciale pour les 14 élèves du lycée bilingue de Kribi exclus pour pratique de pornographie. C'est la principale mesure du ministre des Enseignements secondaires, le professeur Nalova Lyonga, visant à accompagner ces apprenants qui avaient été sanctionnés par le conseil de discipline. Joseph Abenabena pour plus de précisions. Le lancement national des journées portes ouvertes, motif du déplacement de Madame le ministre des Enseignements secondaires à Kribi, est pratiquement englouti dans l'affaire des 14 élèves exclus du lycée bilingue de Kribi pour avoir tourné un film pornographique au sein de l'établissement. Elle en parle ici dans son discours liminaire. But I am not a minister in order to send children out of school. I'm a minister to bring children in.
Ici, dans le cabinet du prophète, elle y rencontre successivement toute la chaîne pendant 5 heures d'horloge. Mais la déclaration officielle est faite après cette cérémonie de rétrocession du bâtiment construit sur fonds propres du lycée bilingue à l'État. They are all students of one class and they are going to be sitting for the examinations. I'm not going to send them away. We all have to work hard to keep them. But we have decided to keep them apart because their mates, their schoolmates are very mad with them. Let us hope that the schoolmates have ideas. Okay, so we have decided to put them somewhere else while we follow them. And that is why I'm saying that. La décision de créer une classe de terminale spéciale divise l'opinion sur une faisabilité qui n'a pas été clarifiée. L'enjeu, c'est les mobiles qui entourent cette décision, en l'occurrence les mobiles juridiques et sécuritaires. Sur le plan juridique, quel est le statut véritablement juridique de ces élèves? Quel est même déjà le statut juridique du milieu qui va héberger ces élèves-là? Déjà que nous, en tant que parents, nous ne connaissons même pas ce milieu. Ici, dans le département de l'Océan ou à Kribi, c'est une information qui nous a été cachée. Maintenant que l'information nous est cachée, la nomenclature juridique de cet endroit qui devrait héberger cet élève serait appelée quoi? C'est vrai, on a parlé de terminale spéciale, mais qu'est-ce qui encadre la spécificité de cette terminale dans le cadre juridique? Non seulement pour cette classe, pour les élèves qui iront désormais suivre les cours, et non seulement pour les élèves, pour les enseignants. Ces enseignants auront désormais quel statut fonctionnel? Ils seront des fonctionnaires de l'État ou alors des bénévoles à la charge d'une structure qui a été mise. Au-delà de ces réserves émises par les parents, cette affaire pourra convoquer une jurisprudence dans l'éthique du système éducatif. D'autant plus que les élèves du porte-monnaie magique et d'autres, pour des motifs divers, ont été exclus sans que cela n'émeuve tant le ministère. Et toujours en éducation, le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, veut voir clair sur la gestion des subventions allouées aux établissements privés. D'après un audit réalisé entre 2015 et 2018, les promoteurs d'établissements scolaires privés ont utilisé à des fins personnelles cet argent public. D'autres précisions dans ce reportage d'Élisée Bogba et Marcelin Ganson. L'État, à travers le ministère des Finances, alloue environ 8 milliards de francs CFA aux établissements scolaires privés en guise de subvention. Malheureusement, cet argent emprunte des couloirs qui n'ont rien à voir avec les objectifs fixés. On s'est rendu compte que la gestion n'était pas bonne. Les promoteurs pensaient que l'argent qu'on leur donnait, c'était l'argent de poche. Et beaucoup, comme le gouverneur de Nord l'a dit, beaucoup prenaient pour aller chercher une deuxième femme. D'autres achetaient des voitures. Il faut qu'on comprenne que c'est l'argent de l'État et qu'ils sont passibles des sanctions. Parce qu'il y a des sanctions qui sont prévues en cas de mauvaise gestion. Une accusation dans laquelle certains promoteurs et responsables d'établissements scolaires ne se reconnaissent pas. Pour ce qui est de l'archidiocèse de Yaoundé, nous sommes très sensibilisés par le secrétaire à l'éducation sur la gestion de cette subvention. Elle sert au paiement des salaires des enseignants permanents de nos établissements scolaires. C'est le cas pour le collège Jean Tabi. Toujours est-il que la plupart des responsables ne prêchent pas par le bon exemple. Et le ministère des Finances n'entend pas continuer à rester les bras croisés pendant que les promoteurs d'établissements se sucrent avec la subvention qui leur est versée chaque année. Cette subvention accordée aux ordres d'enseignement privé a fait l'objet d'une mission de contrôle de la régulation et de la conformité de son utilisation au titre des exercices budgétaires 2015, 2016 et 2017. Cette mission, instruite par le ministre des Finances, a fait plusieurs constats qui ont dévoilé l'absence de la culture de la gestion des deniers publics par la quasi-totalité des établissements contrôlés. C'est donc en vue de ramener les brebis égarées sur le droit chemin que cette formation a été organisée à l'intention des responsables d'établissements scolaires privés. Il était question de leur donner des outils devant leur permettre de gérer à bon escient les subventions reçues. Étant des deniers publics, les établissements scolaires privés qui en bénéficient sont astreints à la justification de l'utilisation qui en a été faite. D'où l'impérieuse nécessité d'accompagner ces responsables en les outillant à mieux gérer et surtout savoir rendre compte de l'utilisation qui est faite de ces subventions.
Ceux qui vont persévérer dans la distraction des fonds reçus n'ont qu'à bien se tenir. La première sanction, c'est la suspension de subventions. On donne plus la subvention. Deuxième sanction, la fermeture de l'école. La mise en administration provisoire. Il y a même des sanctions pénales. C'est-à-dire qu'on peut mettre le promoteur en prison. En espérant que tout ceci n'est pas tombé dans les oreilles des sourds. Autre fait d'actualité dans ce journal, c'est la cabale internationale contre le groupe Afriland First Bank. 2 anciens employés de la filiale Congo-Kinshasa accusent leurs dirigeants de complicité, de corruption et de blanchiment de capitaux en intelligence avec l'homme d'affaires israélien Dan Gretler, opérant dans l'achat et la revente des contrats miniers. 2 organisations non gouvernementales et une chaîne de télévision suisse ont mené une enquête journalistique biaisée, inculpant la banque de mauvaises pratiques financières. Voici la contre-enquête d'Equinox Télévision dans cette affaire. C'est un reportage signé Jean-Paul Chouniat et Innocent Abiga. Le prétendu scandale qui serait survenu à sa filiale de Kinshasa en République démocratique du Congo est à n'en point douter la plus grosse cabale contre le groupe bancaire camerounais, Afriland First Bank. Nous vous proposons maintenant une enquête exceptionnelle, une enquête sur une banque supposée avoir son siège à Neuchâtel et qui serait au centre d'un gigantesque scandale de corruption. Dans ce reportage diffusé sur la radio-télévision suisse RTS, 2 citoyens congolais, Nevi Malela et Coco Gradi, anciens employés de la banque, accusent la filiale de Kinshasa de corruption et blanchiment d'argent. Pour eux, la preuve de ces mauvaises pratiques, c'est la présence dans les livres de la banque d'un client, Dan Gretler, un Israélien qui a fait fortune dans l'achat et la vente des contrats miniers au Congo démocratique. Recruté en 2009, voici l'informaticien congolais qui déclenche ce supposé scandale après sa fuite inattendue à l'étranger. J'ai vu ce monsieur passer devant notre bureau. J'ai posé la question à l'autre collègue, à Grady Coco, je lui ai dit « Est-ce que tu connais ce monsieur ?» Il m'a dit « Non ». Je lui ai dit « Si ce monsieur commence à venir dans notre banque, on aura des sérieux problèmes. » Une fois installé en France, il se découvre une passion subite de lanceur d'alerte, avec à son actif un seul fait d'armes jusqu'à ce jour, la dénonciation calomnieuse d'Afriland First Bank, son ancien employeur. J'ai travaillé à Afriland de 2009 à 2020 et j'ai occupé les fonctions d'informaticien au départ. Après, j'ai été nommé inspecteur, ensuite auditeur interne et finalement contrôleur permanent. Ce sont les dernières fonctions que j'ai occupées avant de partir. Mais ce que Nevi Malela, le supposé patriote de son pays, ne révèle pas à la journaliste Cécile Triantien, c'est justement que son complice Coco Grady et lui étaient sous le coup d'une enquête lancée par la banque et c'est voyant venir les représailles de leur forfait de détournement qu'ils fuient la RDC pour se réfugier en France. Dans la quête des titres de séjour prolongés et autres privilèges, Nevi Malela et Coco Grady saisissent 2 ONG comme bouée de sauvetage pour masquer leur vol. Un virement qui est fait par Ventora, une société de Dan Gretler, qui est sanctionné, à Marc Bonin en Suisse. Tu peux nous expliquer ce qu'on voit? Oui, moi je fais une lecture de l'opération. Je vois la marque Bonin, mais le pays je ne sais pas. C'est 98 000 et c'est en euros. Cerveau d'une mafia entretenue depuis de longues années au sein de la banque. Ils ont été condamnés le 23 septembre 2020 par le tribunal de Kinshasa-Ngombe pour vol, faux en écriture, violation du secret professionnel et association de malfaiteurs. Pour ces chefs d'accusation, Nevi Malela et Coco Grady ont écopé d'une condamnation à mort et une peine de servitude cumulée de 10 ans et 6 mois. Ainsi, la justice de leur pays reproche à ces 2 citoyens congolais d'avoir fourni aux ONG Global Witness et PLAF de faux relevés de compte portant des versements et virements n'existant nulle part dans les livres d'Afriland First Bank Congo. Des médias occidentaux relaient en boucle la cabale pour ternir le label d'un grand groupe à la notoriété établie depuis 31 ans. Et sur la base des rapports des 2 ONG, bourrés d'approximations et d'incertitudes dans leurs écrits, la journaliste suisse Cécile Triantien s'embarque dans une soi-disant enquête. Elle esquive délibérément de démarrer son investigation à la filiale de Kinshasa, lieu où le supposé crime économique d'Afriland First Bank Congo et son client Dan Gretler a été commis. D'un paresseux clic de souris sur Internet, Cécile Triantien copie une adresse inappropriée et file à Neuchâtel, le siège du holding d'Afriland, qui en réalité ne gère rien d'opérationnel.
Bonjour, je cherche la banque Afriland. Oui, c'est bien ici oui et non, mais attendez. Oui et non. Il faut poser ça. Pardon. Pas de souci. Oui. Je suis journaliste pour la RTS et je cherche la banque Afriland. Alors en fait, ils sont pas là physiquement en fait. Voilà, ils ont leur adresse ici. Vous redirigez le courrier, c'est juste ça que... Ok. Et vous avez entendu que cette banque, elle est soupçonnée d'avoir contourné les sanctions américaines, d'être liée à des scandales de corruption, etc. Non, après, voilà, non. On n'a pas autrement des contacts avec eux. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Dans cet échange à la va-vite, Cécile Tréantien conclut qu'il n'y aurait plus d'autres bureaux d'Afriland First Bank dans toute la Suisse. Pourtant, à vol d'oiseau de Neuchâtel, la ville de Genève abrite le grand pôle opérationnel de la banque. Afriland First Bank Management, aisément repérable sur cette carte, à l'adresse 28 quai du Seget, 1201 Genève, une rue au cœur de la place financière suisse du quartier des banques. Dans cet immeuble, avec vue sur le célèbre lac Léman, Afriland First Bank Management Group, qui gère les actifs et le portefeuille, occupe 400 mètres carrés. C'est ici que le président du conseil d'administration Paul Fokam Kemounye et ses collaborateurs y travaillent régulièrement. Au regard de tous ces éléments empiriques, comment ce plan de situation a pu échapper à la curiosité journalistique de Cécile Tréantien, si ce n'est une mauvaise foi caractérisée? La journaliste d'investigation affirme même avoir contacté le top management de Afriland First Bank sans toutefois présenter la copie originale de son protocole d'interview, déclarant que Jean-Paul Camdem, le vice-président exécutif du groupe, lui aurait opposé une fin de non-recevoir dans un message transcrit sur votre écran. Poursuivant sa démonstration questionnable, la journaliste exhibe de banals relevés de comptes bancaires, preuve irréfutable d'une collusion de corruption et blanchiment d'argent qui existerait entre Afriland First Bank Kinshasa et son client Dan Gatler, qui n'est même pas actionnaire de la banque. Cécile Tréantien raconte tout, sans démontrer le moindre lien incestueux entre la banque et son client. En images grâce à ce logiciel présent dans toutes les banques. Stéphane Offert est expert en prévention de la criminalité économique. Pour ses clients, il effectue quotidiennement des contrôles anti-blanchiment sur cette base de données. Alors on lui a demandé de faire un petit test. Ici on voit qu'on a une personne physique qui répond au nom de Dan Gertler avec sa date de naissance, un pays. Et quand on va regarder le détail, ici, on voit déjà il y a un chapitre sur le FAC, donc il est vraiment visé de lui à titre personnel. On soupçonne cette personne d'avoir participé à un schéma de corruption avec des officiels du Congo. Le service compliance de la banque ou le conseiller compliance de la banque va dire à la direction, n'ouvrez pas de compte avec cette personne, n'entrez pas en relation avec cette personne. Maintenant, s'il s'agit d'une transaction en dollars US, on a un problème et il va falloir empêcher, bloquer la transaction. Et si ce n'est pas des dollars, mais des euros, des francs suisses? La réponse est la même. Elle refuse surtout de relever avec force qu'au signalement des sanctions américaines sur Dan Gatler, Afriland First Bank a déclenché immédiatement les structures de compliance interne de la filiale du Congo et Afriland First Bank Group, qui a abouti au gel des comptes de Dan Gatler jusqu'à ce jour, attendant la décision ultime, a confié un cadre de la banque à Equinox Télévision. Autre vérité que la journaliste d'investigation ne dit pas, c'est que Dan Gatler est propriétaire de nombreux comptes dans d'autres banques de premier ordre dans la même ville de Kinshasa. Dans sa démarche, Cécile Tréantien n'a même pas interrogé les structures de régulation nationale et sous-régionale, ni la Banque centrale du Congo, encore moins le CNRF, la cellule nationale de renseignement financier, et même pas la justice congolaise, qui n'ont rien vu de louche dans les activités d'Afriland First Bank Congo. Par-dessus tout, comment toutes ces supposées transactions financières ont pu échapper à la vigilance de TRACFIN, le gendarme des mouvements de flux financiers, dans toute l'Europe. Donc vous avez essayé d'alerter à plusieurs reprises? À plusieurs reprises parce qu'il y a des rapports qui ont été rédigés. Il n'y a eu aucune réaction de la direction générale. Ce qui nous a poussé à commencer à douter un peu. Donc voilà, c'est un réseau qui a été sournoisement implanté et qui a commencé à fonctionner. Et si même sourde oreille des dirigeants de la banque y aurait eu, pourquoi Nevi Malela et Coco Grady
n'ont-ils pas, en tant qu'employés, saisi le procureur de la République, les autorités de régulation de leur pays et la puissance Agence nationale de renseignement, comme le prévoit la législation en République démocratique du Congo? Voilà autant de questions sans réponse qui montrent bien qu'Afriland First Bank Group est dans le viseur des grands groupes occidentaux, qui n'entendent pas voir des entrepreneurs africains comme Dr Paul Fokam Kemounié, Aliko Dangote, Patrice Motsepe et bien d'autres venir jouer dans la cour des grands, des domaines tels que les télécommunications, les cimenteries, la finance, un espace considéré comme leur chasse gardée pour leur main basse sur les richesses de l'Afrique. L'enjeu ici étant de maintenir l'Afrique dans la pauvreté, contrairement aux fils du continent qui créent de la richesse pour tous, à l'instar de la mutuelle financière des femmes africaines MUFA qui vient d'être inaugurée à Kinshasa sous le parrainage d'Afriland First Bank Congo, dont le directeur général d'origine camerounaise, Souaïbou Abari, dirige des mains de maître depuis plusieurs années. Afriland First Bank Group, comme bien d'autres groupes panafricains, s'inscrivent résolument dans la dynamique Africa for Us, by Us. Et voilà qui est donc clair dans cette affaire de supposée corruption et blanchiment de capitaux des leaders du groupe Afriland First Bank, filiale Congo. Intéressons-nous à présent au traitement discriminatoire des malades de l'opération Épervier. Les hommes politiques accusent le pouvoir d'accorder des évacuations sanitaires à certains malades et pas à d'autres. Ils se sont exprimés au cours de l'émission Droit de réponse. On voit tout cela dans ce reportage de Flavien Valondougo. Acteurs politiques de l'opposition au Cameroun peinent à digérer le traitement qu'ils qualifient d'inhumain infligé à certains détenus de l'opération Épervier ainsi que ceux de la crise post-électorale. Le premier degré de civilité d'une nation, c'est l'état de ses prisons. Je parle également des droits des prisonniers. Il n'est pas concevable qu'un malade couché sur son lit soit enchaîné comme un bandit. Le militant du Social Democratic Front qui se prononce ici rejoint l'avis de celui du mouvement pour la renaissance du Cameroun et alliés, qui ajoute que des interpellations des civils, parfois fantaisistes, motivent le phénomène de surpopulation carcérale, de la promiscuité constatée en ces lieux. Mais les prisons sont de plus en plus pleines de monde. Et c'est cette promiscuité qui est à l'origine de la plupart des pathologies qui tuent les prisonniers. Il y en a qui deviennent fous, qui ont atteint le niveau de démence, qui sont enchaînés, mais qui sont négligés. On n'arrive pas à leur donner la possibilité ou la liberté de se soigner. Condamnés à tort ou à raison, en santé ou malades, des pensionnaires des maisons d'arrêt au Cameroun subissent pour la plupart des cas des traitements hors normes. On a vu les prisonniers de la crise anglophone qui sont camerounais être enchaînés sur des lits d'hôpitaux avec un physique de squelette. C'est-à-dire que quelqu'un est en train de mourir, il est sous perfusion, mais il est enchaîné pieds et mains. C'est inhumain. Le Cameroun montre un visage hideux au monde entier. Ce triste visage n'est pas de nature à honorer le pays hors de nos frontières. À côté des détenus de l'opération Épervier et ceux de la crise dite anglophone, des prévenus des marches de contestation de l'opposition sont aussi victimes des mauvaises conditions. La question de l'évacuation sanitaire, dont la décision émane de la haute hiérarchie du pays, profite à certains détenus au détriment des autres prisonniers malades. Et le professeur Gervais Mendozi en fait partie. Polémique, parlons santé à présent. Polémique autour du vaccin contre le Covid-19. Des médecins camerounais invitent leurs concitoyens à surmonter leur peur et à se faire vacciner. Réunis à Yaoundé, le président de l'Ordre national des médecins a présenté le vaccin comme étant la seule arme efficace face à la progression du vaccin. D'autres précisions dans ce reportage de Nadine Yambo. Face aux dégâts provoqués par la pandémie de coronavirus sur le territoire camerounais, la plateforme des ordres de professionnels de santé préconise la vaccination comme étant l'unique rempart pour lutter efficacement contre le virus. Et ceci en dépit des réticences de certains Camerounais. Le vaccin est un médicament, comme un autre. Et ce vaccin semble aujourd'hui la réponse la plus importante, la plus adéquate. Ça, il faut l'expliquer aux populations. Il y en a qui sont réticents, c'est vrai, mais ceux qui veulent se faire vacciner doivent avoir accès à ce vaccin-là.
Soulignant le caractère volontaire de la vaccination, la plateforme des ordres de professionnels de santé réunis à Yaoundé appelle le gouvernement à ne pas perdre de vue les cas isolés qui pourraient mettre en danger la vie de certains citoyens. Si à l'heure actuelle, aucun vaccin n'a encore été validé au Cameroun, ces médecins affirment être en possession d'1 millier de doses du vaccin Johnson & Johnson et Sputnik Virus, essentiellement destiné au corps médical, en première ligne dans la bataille contre cette pandémie mondiale. Les centres de prise en charge à travers le pays sont invités à communiquer les noms des agents de santé les plus exposés et devant bénéficier prioritairement du vaccin. Déplorant un relâchement général de la population dans l'application des mesures barrières, les médecins du Cameroun condamnent l'affluence des populations dans les snack-bars, débits de boissons, deuil et même funérailles. Des événements qui contribuent à accélérer la progression du virus. Ils appellent les Camerounais à plus de responsabilités pour se mettre à l'abri du virus. À l'étranger, ce jour est férié en Centrafrique en raison de la commémoration du décès du père fondateur de cette nation, un événement qui a permis au président Faustin-Archange Touadéra d'appeler à l'unité et la cohésion sociale. On voit tout cela dans ce reportage de nos envoyés spéciaux, Cédric Noufélé et Eric Ouattat. Les premiers rayons de soleil illuminent la capitale centrafricaine Bangui en ce jour spécial dans la vie de cette nation prise dans l'étau des crises sécuritaires, placée en état d'urgence, à peine sortie d'une élection présidentielle. Des Centrafricains se sont mobilisés ici, aux côtés de leur chef d'État, le professeur Faustin-Archange Touadéra, pour commémorer la disparition du père fondateur de leur nation. Artisan de l'indépendance de la nouvelle République centrafricaine et fervent défenseur de l'émancipation de l'Afrique noire, les valeurs sociales et les combats nationalistes de Barthélemy Boganda continuent d'être entretenus dans la mémoire collective à travers cette cérémonie d'hommage organisée dans le 1er arrondissement de Bangui. Le chef de l'État centrafricain, le professeur Faustin-Archange Touadéra, réélu à la tête du pays, s'incline devant la statue d'un illustre homme d'État et invite les populations à s'approprier son héritage politique. Aujourd'hui, c'est la commémoration du décès du président fondateur de la République centrafricaine, Barthélemy Boganda. C'est un grand homme pour la République centrafricaine, un visionnaire. Et nous sommes de célébrer ce moment important dans la vie de notre nation. Et tous les Centrafricains doivent toujours se souvenir des efforts et des anciens qui ont construit ce pays. Et il nous faut nous rappeler les efforts qui ont été faits pour que nous ayons le regard tourné vers l'avenir à partir de notre passé et du travail que ceux qui nous ont précédés ont réalisé pour qu'aujourd'hui nous soyons une nation. Nous vous remercions. Merci. Initialement prévu, le déplacement pour le village natal du premier président centrafricain a été supprimé dans l'agenda présidentiel. Au-delà de la crise sanitaire ayant restreint les rassemblements, le président Faustin-Archange Touadéra et les officiels centrafricains s'activent à peaufiner les derniers préparatifs de la cérémonie d'investiture à l'Assemblée nationale et la réception de ses homologues africains au Palais de la Renaissance à Bangui. Au-delà de l'investiture du président centrafricain, est très attendu ici à Bangui le discours inaugural de ce deuxième quinquennat du professeur Faustin-Archange Touadéra dans un contexte de défis socio-économiques et sécuritaires. Ici à Bangui, Eric Ouattat et Cédric Noufélé, envoyés spéciaux Equinox Télévision.
Et vous l'avez suivi dans le reportage de Cédric Noufélé. Le Premier ministre Chief Joseph John Ngouté représentera le chef de l'État Paul Biya à la cérémonie de prestation de serment du président élu, le professeur Faustin Archange Touadéra, demain mardi 31. Demain mardi, il a été accueilli cet après-midi par son homologue centrafricain Carlos Minoué et Serge Alain Otto. Aéroport international de Bangui Mpoko, ici se joue le premier acte de la visite officielle du Premier ministre chef du gouvernement en terre centrafricaine à l'occasion de la cérémonie d'investiture du président réélu centrafricain Faustin Archange Touadéra. Et pour représenter le président Paul Biya à cette cérémonie, c'est le Premier ministre chef du gouvernement, Chief Dr Joseph John Ngouté, qui derrière moi, vous pouvez l'apercevoir dans le vol Camerco. Le Premier ministre Chief Dr Joseph John Ngouté, que vous pouvez apercevoir, il est là, accompagné de son homologue centrafricain, entouré, bien entouré, il faut le dire, des éléments des forces armées centrafricaines et des casques bleus rwandais, ainsi que des tireurs d'élite russes. Le Premier ministre chef du gouvernement, représentant personnel du chef de l'État, est en République centrafricaine. Je suis désigné pour assurer votre sécurité. Commandant Azeri, à vos ordres. Programme un peu surchargé pour le Premier ministre qui doit recevoir la forte colonie camerounaise installée en République centrafricaine. Nous sommes tellement contents parce que si le Premier ministre chef de gouvernement se déplace personnellement pour l'investiture de son Excellence Faustin Archange Touadéra, chef de l'État, nos frères savent au moins qu'entre le Cameroun et la RCA, il y a une très grande solidarité. Si le président Paul Biya n'a pas pu venir et que son émissaire est là, vraiment c'est toujours la continuité. Et que cette continuité puisse toujours cimenter cette relation de la sous-région. Nous sommes exactement à la résidence de l'ambassadeur du Cameroun en République centrafricaine où va se jouer l'acte 2 de la visite du Chief Dr Joseph John Ngouté, Premier ministre chef du gouvernement du Cameroun en République centrafricaine, à l'occasion de la cérémonie d'investiture du président Faustin Archange Touadéra pour son second mandat. Là-dedans, le Premier ministre va recevoir l'immense communauté camerounaise installée ici en République centrafricaine avant demain la cérémonie d'investiture proprement dite à l'Assemblée nationale, où nous serons également tous les envoyés spéciaux Equinox Télévision, à savoir Carlos Minoué, Eric Watat, Cédric Noufélé et Serge Alain Otto. Equinox Télévision, Bangui. Toujours à l'étranger, une attaque djihadiste perpétrée dans la localité de Palma au Mozambique a fait plusieurs morts. Une situation quasi similaire à celle vécue en Côte d'Ivoire. Cependant, à Madagascar, un deuil national a été décrété en la mémoire de Didier Ratsiraka. La mouture internationale, c'est dans ce reportage que signe Gladys Sidi. On compte des dizaines de morts et plus d'une centaine de personnes disparues après l'attaque djihadiste au Mozambique. Le groupe Al-Shabaab a pris le contrôle de la ville de Palma, dans le nord du pays, après plusieurs jours d'affrontements avec l'armée. Pour la première fois, les insurgés ont pris pour cible les étrangers, qui sont relativement nombreux à Palma en raison de la création d'une exploitation gazière dans la région. Des milliers de personnes continuent à évacuer la zone par tous les moyens et dans l'urgence. Le gouvernement mozambicain a confirmé dimanche soir qu'au moins 7 personnes ont été tuées dans une embuscade en tentant de s'échapper de l'hôtel où elles étaient retranchées. Et des dizaines d'autres personnes ont été tuées lors de l'attaque djihadiste initiale entamée mercredi. Les djihadistes qui ont prêté allégeance à l'État islamique ont lancé leur attaque surprise mercredi après-midi sur 3 fronts simultanés, provoquant une grande confusion chez les militaires qui les attendaient au sud. En Côte d'Ivoire, une position militaire ivoirienne à Kafolo et un poste de gendarmerie à Téini, près de la frontière avec le Burkina Faso, ont été la cible d'attaques. L'attaque a été lancée aux premières heures de la journée du lundi 29 mars contre un poste avancé de l'armée. Une autre attaque a été menée à peu près au même moment, visant cette fois un poste de gendarmerie. Plus à l'est, le long de la frontière avec le Burkina. Menées par un groupe armé encore non identifié, ces attaques ont fait au moins 2 morts et 6 blessés parmi les hommes des services de sécurité ivoiriens qui sont cependant parvenus à repousser les assaillants dans les 2 cas. Au moins 2 d'entre eux ont été tués au cours des affrontements. Pendant ce temps, Madagascar porte le deuil après la mort de l'ancien président Didier Ratsiraka.
L'homme s'est éteint dimanche à l'âge de 84 ans à l'hôpital militaire d'Antananarivo. Ses proches indiquent qu'il a succombé à un arrêt cardiaque alors qu'il était hospitalisé depuis mardi pour un contrôle de routine dû à une petite grippe. Les hommages à cette figure emblématique de la vie politique malgache se sont succédés. Un deuil national a été décrété dans le pays. Et puis à suivre mardi 30 mars 2021, la cérémonie de prestation de serment de Faustin Archange Touadéra, le président centrafricain, réélu au cours de la dernière élection présidentielle avec 53,92% des suffrages. Dans un climat particulièrement électrique et sous la pression des groupes armés qui continuent de menacer, le président Faustin Archange Touadéra a promis de protéger les Centrafricains. Comme lors de son premier mandat, la préservation de la paix et la sécurisation du pays seront ainsi au cœur des priorités. Et du sport dans ce journal, le Camerounais Francis Ngannou, unique africain champion du monde poids lourd de la Ultimate Fighting Championship. Il a battu hier par KO au second round l'Américain Stipe Miocic aux États-Unis. Parcours d'un champion issu des milieux pauvres et défavorisés dans sa marche au sommet du monde. C'est dans ce reportage que signe Sédik Chouna, Donald Brice Kamgan. Le sacre de Francis Ngannou, la consécration d'un sportif de combat dans l'âme. En s'arrogeant le titre de champion du monde des poids lourds, le Camerounais a confirmé l'idée d'un personnage obstinément déterminé. Lui qui vient d'un milieu social défavorisé, dès 6 ans, ses parents divorcent, accentuant de fait sa précarité. À Batié, sa localité d'origine dans la région de l'Ouest, il doit se convertir en creuseur de sable et de carrière. Il arrive à Douala et devient chargeur de camion dans les secteurs friperies du bouillant marché Mbopi. Il embrasse ensuite une carrière de boxeur aidé par sa taille, 1,93 m et son physique robuste, 113 kg. La boxe anglaise est sa prédilection, une discipline sans infrastructure dans son pays, alors il est contraint de s'entraîner dans ce qui tient lieu de cage à Douala, jusqu'à ce que lui vienne l'idée de partir par le désert avec un groupe d'amis qui ont choisi l'immigration clandestine, le choix pour accomplir son rêve de devenir champion du monde de boxe. On n'avait pas où dormir, on n'avait pas quoi manger, parfois même pas de vêtements sur nous. En 2013, il est en France où il pratique sa discipline préférée, battant l'essentiel de ses adversaires, notamment lors du tournoi Pancras qui met en compétition les poids lourds de plus de 93 kg. Un succès qui lui permet de signer en 2015 à l'Ultimate Fighting Championship, la plus prestigieuse organisation de boxe au monde. Avec 16 victoires pour 3 défaites, Francis Ngannou est devenu le seul Africain à s'adjuger le titre de champion du monde des poids lourds. Un rêve que le Predator, comme on l'appelle, a réalisé en juste une dizaine d'années de carrière. Rien à voir avec la profession d'avocat que l'athlète de 34 ans a rêvé embrasser, plus jeune. Toujours en sport, Coupe d'Afrique des Nations de handball, le Cameroun abritera la 24e édition du 10 au 21 juin prochain. C'est le président de la Confédération africaine de handball qui l'a annoncé. En séjour au Cameroun, le docteur Mansourou va visiter les infrastructures devant abriter cette compétition. Joël Essengé et Aïk Cyril. À son arrivée à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène, le président de la Confédération africaine de handball fixe les objectifs de sa visite au Cameroun. Je suis venu là, je crois que c'est pour traduire tout le sérieux, n'est-ce pas, que nous accordons à cet événement qui reste quand même un événement phare pour la gente féminine. Nous allons passer 4 à 5 jours ensemble pour harmoniser nos points de vue. La Confédération africaine de handball est en mission d'inspection au Cameroun dans la perspective de la CAN de handball dames prévue du 10 au 21 juin 2021 à Yaoundé. Cette mission aurait dû être la 3e après celle du 18 au 21 mars 2019. Mais pour cause de coronavirus, les inspecteurs de la Confédération africaine de handball n'ont pas pu arriver au Cameroun en 2020. Il faut rattraper ce retard. Nous ne sommes qu'à 2 mois de la manifestation. Nous avons accusé du retard, mais je compte sur l'expertise des uns et des autres. Je compte sur le soutien, n'est-ce pas, de tous les acteurs potentiels pour que nous puissions conjuguer nos efforts à l'effet de prendre toutes les dispositions idoines pour rassurer
les équipes participantes et pour rassurer également l'opinion internationale. Au menu de cette mission d'inspection, la visite du principal site de compétition, à savoir le palais polyvalent des sports de Yaoundé. La visite également des infrastructures hôtelières, hospitalières, routières et autres. 13 pays prendront part à la 24e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball dames. Tirage au sort des poules le 1er avril 2021 à Yaoundé. Et c'est avec ce reportage de Joël Essengay avec Cyril que nous mettons un terme à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi, mesdames et messieurs. Retrouvez dans quelques secondes Duval Fangwa et ses invités pour la deuxième partie d'Equinox Soir Duval. Gilbert Bissaï, une terminale bilingue spéciale pour les élèves qui ont été exclus de leur établissement scolaire, le lycée bilingue de Kribi. Il faut dire Duval Fangwa que c'est la principale mesure prise par le ministre des Enseignements secondaires en visite à Kribi. Le professeur Nalova Lyonga a décidé de créer une terminale bilingue spéciale pour ces 14 élèves sanctionnés ou exclus du lycée bilingue de Kribi pour pratique de pornographie. Cependant, des inquiétudes planent sur l'encadrement de ces apprenants. Le ministère des Finances veut voir clair dans l'affaire des 8 milliards de francs CFA de subventions aux établissements privés laïcs. Vous l'avez dit, Duval Fangwa, le ministre des Finances, veut exactement voir clair sur la gestion allouée aux subventions des établissements privés. Paul Motazé, certains promoteurs de ces établissements privés ont utilisé cet argent public à des fins personnelles. Voilà, ce sera tout pour l'essentiel du débrief. Merci Gilbert Bissaï pour cette autre édition du journal de 20h. Retrouvons-nous demain. Vous l'avez dit, Duval Fangwa, rendez-vous demain. Mesdames, Messieurs, dans quelques secondes,